Salut Joselito. Qu'est-ce Salut qui Philippe, tu t'arrive? vas bien? Mieux que toi, visiblement. Qu'est-ce que t'as foutu cette Parle pas semaine? fort. Ouais, cette semaine, j'ai évité les zombies. Il y en a partout. Truc de fou. Ouais, tu m'as dit. Ouais, Du un truc coup, de malade. e-commerce en commerce, IT zombie, Voilà. chasseur-éleveur. Trois types de zombies qui font flipper. Tu vas tenir combien de temps Ah, comme ça? avec les zombies autour de moi, le temps qu'il faut. Ouais, on a dit pas de pub, attends. Ah, là, là, là. Non, je pensais plutôt avec ce truc-là. Ah, je peux tenir, je peux tenir des heures. Et tu sais Vraiment? Ok. Ouais, avec le je- confinement, on a progressé sur ce genre de tu sais choses. que ouais, mais je vais travailler à vélo là. Et en ce moment, il fait 1 degré le matin et je traverse des vignes et tout. Donc en vrai, je suis comme ça. Et, Avec les des lunettes? fois, ouais, avec les lunettes. Et Mais la j'ai pas de buée? vue parce que je vais vite. Et je vais Hmm. vite. Il fait Je froid. vais Donc, vite. j'ai pas trop de vue. Non, et en fait, je fais comme ça. En fait, à vélo, je fais comme ça. Hmm. Mais t'as pas peur de perdre ton nez avec le froid? Bon, alors Ah, raconte-nous, c'est quoi ces histoires de zombies là? ah ouais, les zombies, je te raconte. Attends, non, j'enlève ça parce que sérieusement, je vais Hmm. mourir. Ça Des arrive, heures qu'il ça. me dit. Des heures. On se rend pas compte de ces vêtements techniques là, c'est Hein, un c'est truc de ouf. c'est- c'est bien foutu. Mais tu transpires pas dedans. Alors, attends, oui, minute Wikipédia, j'ai appris cette semaine que les gros radiateurs là qu'il y a sous les fenêtres ont été inventés pendant la grippe espagnole et étaient over-designés pour chauffer des pièces grandes ouvertes. Parce qu'à l'époque, la ventilation était vraiment le cœur de l'hygiène de l'époque. Ils Mhm. pensaient vraiment qu'il y avait des gros... Enfin, toutes les maladies venaient de l'air vicié, donc ils voulaient aérer, aérer, aérer. Et donc ces radiateurs étaient surdimensionnés pour chauffer des pièces grand ouvertes. D'où à New York aujourd'hui, les gens qui meurent tous de, de chaud avec leurs radiateurs et leur double vitrage. Mais tu sais que quand même ici, il y a un président qui a dit faut aérer les fenêtres tout le temps, faut ouvrir au moins 10 Hmm. minutes par jour, 2 fois par Bah, jour. retour. Ah, mais là, c'était non-stop, quoi. Genre, les mecs vivaient Ouais, bah fenêtre ouais. ouverte, Ouais. radiateur à fond. Et tu lis les bouquins d'ingénierie de l'époque, c'est il faut designer pour que ça chauffe même quand les fenêtres sont grandes ouvertes. Le jour le plus froid de l'année, à New York, il y a 150 ans, 100 ans pour la grippe espagnole, et il y a 100 ans à New York, il faisait pas si chaud. Tu m'étonnes. Bon, ouais, tu vois, ouais, bon, c'est bien en fait de faire la Je l'ai minute mis, oui, je l'ai Wikipédia, mis au début, comme c'est ça, bien. tu vois, on peut enchaîner. Alors, On devient raconte-nous, c'était super le temps que organisé. tu te Ouais, c'est histoire déshabilles, mais de. comme tu es pas multitask, tu vois. Ouais, alors les zombies, l'histoire des zombies, c'est que il y a deux choses. Enfin, il y en a trois et on va faire les sujets les uns après les autres. Mais ce que moi j'appelle les zombies, ce qu'on appelle souvent les zombies, c'est ces espèces d'organisations, d'entreprises qui sont déjà mortes mais qui continuent à avancer simplement parce qu'elles ont les moyens de continuer à avancer comme ça pendant des mois, des années, des années, des années, mais il ne se passe plus rien dedans en vrai. Elles sont mortes. Et là, ce concept de zombies, cette semaine, on l'a ressorti et ça m'a sonné quand tu m'as dit, euh, on était en train de bosser sur un e-commerce et tu m'as dit, mais il n'a pas de vie ce commerce. Et ça m'a surpris. D'un seul coup, ça m'a arrêté. Je dis, mais qu'est-ce que tu dis, Philippe, quand tu dis il n'a pas de vie? C'est quoi? Et là, d'où ma question, mais c'est quoi un e-commerce ou un site internet sans vie? Alors, en B2B, quelque part, moi, je connais moins la partie B2C, mais en B2B, on pourrait, dans mon monde, un site qui n'a pas de vie, c'est un site où il n'y a pas de blog, par exemple. Ce qu'on appelait historiquement les sites vitrines, où il n'y a pas de lead C'est dans le nom magnet, où il d'ailleurs, y hein, a. tu vois. Alors, j'ai fait un article cette semaine que j'ai appelé Lost in Translation avec toutes sortes de mots qu'on utilise en français mais qui n'existent pas en anglais, voire des mots anglais qu'on utilise en français mais qui n'existent pas en anglais. Euh, et il y avait dedans site vitrine qui n'a pas d'équivalent réel en anglais. Il n'y a pas de site vitrine en anglais, il y a des sites quoi, et des e-commerce bon, ou des paniers e-commerce. Bon, il y a plein de vocables, mais il n'y a pas site vitrine. Mais vitrine, c'est dans le nom, tu vois. La vitrine, c'est là où tu mets tous les trucs que tu n'utilises jamais, juste pour qu'on regarde, et tu mets tes mains dans ton dos, tu touches pas. Et en France, le site Ah vitrine, ouais. et encore, c'est pas encore. J'étais dans Google Trends, je me suis dit, ouais, site vitrine, on en a beaucoup parlé il y a 15-20 ans, ça y est, c'est fini, quoi. À l'époque, c'était site vitrine, site e-commerce. Tu allais chez une agence, c'était alors
Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Site vitrine, site e-commerce. Ça. Et je regarde la courbe Google Trends et site vitrine, non seulement ne s'est pas écroulé il y a 5 ans comme j'aurais cru, non, il monte encore un petit peu. Donc les gens veulent encore des sites vitrines et j'étais très étonné. Et c'est dans le nom. Les vitrines, c'est la mort. J'ai commencé à regarder. Imagine site vitrine, le mot site vitrine chez HubSpot. Oui. Mais je l'ai regardé. Attends. J'ai cherché des agences en me disant OK, alors PrestaShop, WooCommerce, Magento, blablabla. Tu vois un peu ce truc-là. Qui est-ce qui m'a parlé? J'ai eu une conversation hier avec une nana qui bosse chez Oxatis, qui m'a rappelé qu'ils avaient racheté Power Boutique. Et là, tu sais, ça m'a projeté retour vers le futur. Waouh, Power Boutique et tout. On parie que tu parles de Bouygues Télécom dans 5 minutes. Et non, même pas là, tu vois. Et pour le coup, j'ai été surpris de voir sur ces agences dédiées e-commerce, site vitrine. J'en ai vu de partout, quoi. Et je me suis dit, OK, bon, c'est le mot-clé, c'est comme ça que ça s'appelle. Mais ça veut dire que dans l'esprit de mes interlocuteurs, c'est encore acceptable en 2020 de faire un site qui n'est que vitrine. Oui. J'ai écrit un truc en 2014 pour dire, mais faire un site et après, quoi. Mais c'est ce qui s'est passé. Un site, tu veux rien en faire, t'en fais pas. Chez ce client, en fait, je me retrouve avec son site. Et pas une vitrine pour le coup, qui est un e-commerce sans commerce. Ben ouais, mais finalement, ce qu'il a acheté, il était content. C'est un site vitrine, c'est beau, ça a de la gueule. Et il me dit, hier, conversation d'hier, ouais, c'est une vitrine e-commerce, conversation d'hier. Il commence, tu vois, à force de bosser, il réfléchit, il regarde 2-3 trucs, il me dit ah putain, mais attends, site de mon concurrent là, il est dégueulasse, il est moche, mais ah ouais, mais lui, il a des avis vérifiés, tu vois. Et je lui dis alors. Mais c'est important ça. Pourquoi moi je l'ai pas? Pourquoi moi j'ai pas ce truc? Parce que tu as un site vitrine, mec. Tu as mis des produits en vitrine et il n'y a pas d'avis vérifié. Les clients, c'est comme les enfants, quand ils atteignent l'adolescence, la puberté, ils commencent à se poser des questions comme ça. Et d'un coup, le monde s'ouvre à eux et c'est un beau moment, tu vois. C'est beau à voir. Alors, ouais. On voit que tu n'as pas d'enfant et toi non plus. On voit que tu n'as pas d'adolescent, mais je peux te dire que pour en avoir eu quelques-uns qui n'étaient pas les miens, je suis pas sûr que c'est beau avoir l'adolescence. En vrai, c'est un peu rédhibitoire. Mais oui, tu vois, sur un moment précis du développement. Sur ce moment particulier où l'adolescent découvre que le parent a raison. Mais juste à ce moment-là. Mais oui. C'est pas le thème général de l'adolescence, c'est plutôt l'inverse. Comment tu le distingues? Alors, comment toi tu vois qu'un site n'a pas de vie et que c'est un zombie? C'est quoi tes critères? Il marche comme ça. En l'occurrence, des sites e-commerce sans commerce, je pense que c'est une description qui est assez parlante. On voit comme ça des sites qui n'ont pas vraiment d'animation commerciale, tout simplement. Alors, j'ai rigolé sur la vitrine, je pense aux vitrines chez les grands-mères, où on range la vaisselle qu'on n'utilise pas, ce genre de trucs, parce que ça fait joli. J'ai toujours vu le site vitrine comme ça. Alors non, ils pensent vitrine commerciale, je pense, à l'origine, et la vitrine commerciale, pour le coup, elle a une animation commerciale, elle est refaite toutes les saisons, etc. Tiens, le site dont on parle, là, combien de fois il a eu des changements saisonniers ces 12 derniers mois? Donc, non, rien, jamais. Voilà. Les 3 dernières années. Changement de la page d'accueil? Est-ce qu'il y a eu des tests de différents lead magnets? Est-ce qu'il y a un suivi de calendrier commercial? Est-ce qu'il y a des nouveaux produits introduits? Est-ce que la navigation a évolué selon les données obtenues? Etc. Je vais pas plus loin. Non. Mais non. Mais je connais ce site. Il y a 2 semaines, il n'y avait même pas le tracking il n'y avait même pas Analytics e-commerce dessus. Tu ne savais même pas le chiffre d'affaires que tu faisais dans Analytics. Donc, voilà. Prends Floem, boutique centre-ville, Montpellier, cosmétique. Le site est joli. Le site est joli, d'accord. Et il y a un vrai magasin, d'accord. C'est un vrai magasin à Montpellier. Donc un vrai commerçant, quelqu'un qui connaît le commerce. Vrai commerçant. Donc ce commerçant a des vraies vitrines
D'accord. Et ces vraies vitrines-là sont animées, c'est-à-dire qu'ils ont mis des produits, etc., etc. Quand tu parles avec eux de leur e-commerce, quand tu parles de la navigation, par exemple, c'est ouais, mais regarde comment ils font eux. Ouais, mais eux, c'est un e-shop parisien hyper spécialiste sur une marque en particulier, alors que toi, tu es multimarque, tu es à T'es un Montpellier détaillant, et tu es un détail. Tu vois ce que je veux dire? c'est pas la même chose. Et c'est vrai que alors, dans ton approche, si tu veux, ce que je trouve intéressant dans ce que tu m'as dit cette semaine, ouais, c'est de faire le parallèle. D'abord, c'est du commerce. E-commerce ou ce que tu veux, c'est du commerce. Avant Voilà. toute chose. Et là, les gens ont cette interaction en boutique avec des vrais gens, des humains qui rentrent et qui ressortent. Voilà. Soit ils sont bons, soit ils sont pas bons, mais tu sais ce que c'est qu'un bon commerçant. Tu peux te faire une petite idée du commerçant d'exception. C'est quelque chose qui se digitalise à plein d'égards. Et, Mais j'ai eu quand même la conversation de non, on ne fait pas de promo. Ah bon? enfin, typique. Mais mes promos au sens large, promotion des ventes. Promo, c'est promotion des ventes. Vous venez juste de commencer de l'acquisition. Bon, encore une autre preuve de mort. Donc là, vous êtes en cours de résurrection. Donc là, vous attaquez la publicité, l'acquisition. OK. C'est du trafic. Le taux de conversion, ça va être quoi? 1%, 2%, 4%, meilleur des cas? Vous faites quoi des 96 à 98 à 99% restants? Ils se barrent. Le levier numéro 1 du e-commerce, c'est l'email marketing. Pareil qu'en B2B. Alors, Saflom, ça m'a tué. Ça m'a tué parce qu'ils ont pris une agence parisienne. On se fout du truc. Bon, choix d'une agence, grosse agence parisienne, 14 ans d'existence, on ne suit plus rien là, parce que j'allais dire, juste quand même pour conclure sur cet envolé, ce trafic-là qui ne convertit pas, c'est-à-dire qui n'achète pas, il faut qu'il puisse par contre, une partie de ce trafic être récupéré et vous avez payé pour, rentabilisez-le, essayez de le micro-convertir, de le mettre dans votre base. Oui, donc ton exemple. Eh ben, c'est ça. C'est-à-dire que chez Flum, ils ont acheté 18 000 € de pub sur 6 mois. Ils n'ont aucune trace de tous ces gens. Rien. C'est-à-dire qu'ils ont eu du trafic, mais en fait, sur le site en lui-même, rien. C'est-à-dire pas de code promo, pas d'abonnez-vous à la newsletter, rien du tout. Parce que, alors, ça, c'est intéressant hein, de voir que… je fais une aparté là-dessus parce que ça fait partie d'un sujet. C'est je prends un freelance. On a eu la conversation. Je prends un freelance à côté de chez moi. D'accord? Parce que tu comprends, je vais faire mon site, donc je le veux à côté de chez moi, mon freelance. Ok, super. C'est sûr qu'il va être dans tes bureaux à longueur de journée ou l'inverse, bien sûr. Plein Covid et il n'a pas bougé. Donc, ce commerçant prend un freelance montpelliérain à côté de la maison qui lui fait le site internet. Et en parallèle, prend une grosse agence parisienne qui a 14 ans d'existence, ultra renommée, de je ne sais pas quelle renommée d'ailleurs, mais qu'on ne voit jamais. Résultat des courses, tu as l'agence parisienne qui bastonne de la pub, etc. Boum, 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 boum. Très bien. Le freelance à Montpellier sur son e-commerce WordPress, boum, boum, il fait ses trucs à lui de son côté. Et les deux n'ont aucune cohérence, ne matchent absolument pas. Et il ne se passe rien. Donc, d'un côté, ça gueule en disant « Putain, on a dépensé de l'argent, hein, il s'est passé nada. » L'autre fait « Ouais, non, mais franchement, nous, on vous acheter du super trafic, mais votre site, il est pourri, converti que dalle. » quoi. Alors là, ils n'ont même pas dit comme ça, hein, finalement. Ils sont… Bon, mais bref. Mais c'est un peu l'idée. Oui, mais en interne, le chargé de compte a appelé le média buyer et lui a dit conversion, pas top. Lui, il a fait « Ouais, mais t'as vu la gueule de leur site ?» Il a fait « Ouais. » Il est reparti. Il a dit « De toute façon, elle aura plus d'argent dans 2 mois. » Ça doit être un truc comme elle sort du pipe, tu vois, puis derrière… Bah ouais, il se dit, vas-y, c'est une petite machines bien rodées. Ils ont signé un contrat, on s'en fout, allez, passe à autre chose, next. On a d'autres clients à traiter aujourd'hui plus intéressants. Et ça donne ces espèces de zombies où tu as l'illusion que c'est vivant parce qu'il y a du trafic. Alors ça, par contre, il y a du trafic. Donc tu dis, ça marche. Les gens, ils viennent bien. Regarde. Bah oui. Si t'as pas un mec dans la cave qui est en train de faire des paquets toute la journée et qui a du mal à finir pour 5 heures,
Et des clients qui râlent que leur paquet n'est toujours pas expédié, c'est que la vie, il n'y en a pas, tu vois. Donc alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme repère? De là, il y a des gens qui vont nous écouter, hein, ça va arriver, ils vont être là, ils sont devant, ils vont se dire oh là là, et moi, mon e-commerce, site vitrine ou e-commerce, vivant, mort-vivant ou cliniquement totalement Je sais mort? pas, tu travailles ou tu travailles pas. Si tu achètes un e-commerce, tu le mets sur le côté et tu as tes X commandes par jour et c'est 1% de ton chiffre d'affaires total, il n'est pas très vivant. Attends, refais-le-moi le. Un exemple. Je fais 1 million d'euros de chiffre d'affaires et 2%, c'est lié au e-commerce. Vivant, Oui, pas vivant? Bon, mort-vivant. Tout est relatif, mais en l'occurrence, il ne contribue pas à ta bottom line. D'accord. Ok. Et ça m'étonnerait. Tu vas me dire qu'il est comme ça depuis 5 ans et que tu bosses dessus à fond, que tu as un responsable e-commerce, on va dire, qui travaille et qui anime ce site. Non. Si c'est 2% de ton chiffre d'affaires, ça m'étonnerait. Ouais, d'accord. Et alors, les trucs, si je voulais commencer à faire bouger. La notion même de croissance. Attends, tu as un petit e-commerce qui est là depuis 5 ans, qui n'a pas de croissance, ou qui a une croissance occasionnelle, saisonnière, organique, qui dépend de tes autres canaux. Non, c'est pas de la vie. D'accord. Ok. Tu peux pas payer, je sais pas, les 3-4 personnes à plein temps, et c'est encore modeste, et tu n'as pas de croissance. Tu peux pas dire que tu es une entreprise vivante. Donc, c'est de la décoration. Là, on parle d'entreprises qui ont une autre activité et qui ont lancé le e-commerce en plus, dans cet exemple-là. Donc, forcément, tu peux très bien vivre sans que ton e-commerce vive. Mais ton e-commerce, personne ne fait un e-commerce tout seul, stand-alone, pure player. Personne ne fait un e-commerce qui tient 5 ans sans croissance tout en ne pouvant pas nourrir une équipe. Donc, si c'était une entreprise à part entière, il n'existerait pas. Donc, c'est juste un truc que tu as fait. Tu as fait le site, le WordPress, le Shopify, le whatever. Il est posé là. Il y a des commandes qui tombent parce que tu as une marque quand même et que tu as des boutiques physiques. Et ça fait un demi-salaire tous les mois. Et voilà. Et ce n'est pas un site vivant. Ce n'est pas une activité. Ouais. Donc là, il y a un arbitrage à faire en disant si ton site il est comme ça, soit tu décides que c'est pas. Oh bah non, tu peux laisser là une décoration comme une autre. Hein. Soit tu décides. Alors, est-ce que tu peux décider que c'est une commodité pour tes clients en disant mais moi de toute façon j'ai une boutique physique, c'est juste un click and collect machin et tu l'organises pour ça. Ouais, mais ça aussi c'est de la vie, c'est une autre forme de vie. Et dans ce cas, c'est une antenne de ton physique. Et dans ce cas, ça veut dire que tu as des gens qui gèrent ça, qui font en sorte que le produit soit le plus smooth possible, que le client puisse avoir la meilleure expérience possible en passant du physique au digital et vice-versa. J'arrête de dire digital. Et donc, ça fait partie du produit du retail physique. Donc, c'est une autre activité. Mais c'est pas mort. D'accord. Mais là, c'est pas mort. Mais Par contre, s'il est sur le côté, qu'il est censé être un e-commerce à part entière, mais qu'il n'a juste pas été animé commercialement, il n'a pas de commerce, il n'a pas de croissance, il n'a pas une taille significative dans son entreprise, personne n'en est vraiment responsable, il n'y a pas d'achat de trafic, il n'y a pas d'activité SEO soutenue, il n'y a pas d'activité achat soutenue, il n'y a pas quelqu'un qui pédale comme un fou pour faire le fulfillment parce que ça déborde, il n'y a personne qui est là à répondre aux clients, puis il n'y a même pas de système de tickets tellement il n'y a pas beaucoup de clients. Quand même quelques indices que… D'accord, c'est ça que j'aimerais avoir, hein, c'est que tu me donnes les indices. J'ai vu des petits e-commerce à 3-4 000 euros par mois d'un mec tout seul. Il n'y avait pas de ticket manager, c'est sur Facebook. Et le mec, c'était un side project, hein, il avait un boulot à côté, mais ça bossait, tu vois, ça faisait des mailings, ça cherchait des nouveaux produits et ça répondait aux gens sur Facebook à longueur de journée et ça achetait du trafic. Quand tu es une PME et que tu n'as même pas ça… Mon pote terre d'été à Montpellier, c'est son business en fait. Il fait que ça, c'est un passionné de thé, il faisait autre chose dans la vie et maintenant il ne fait que ça. Donc c'est 2 voyages par an en Chine pour aller chercher ses produits, etc. Mais par contre, il te dit mais j'ai pas le temps. Et quand tu lui dis mais tu veux pas
Tu veux pas acheter du trafic? Non, non, j'ai déjà pas le temps de faire les colis de mes Alors clients. là, on est sur un autre cas de zombie. Là, c'est vivant, ça tourne, ça tourne. Par contre, ça progresse plus parce qu'il y a ce problème de ressources, parce que ça a peut-être été un peu mal construit. Ou en tout cas, il y a le côté œuf et la poule. Tu sais plus par où commencer parce que tu es débordé et tu as atteint un Mm. plafond et tu sais pas crever ce plafond. Donc, t'es pas vraiment mort, mais tu es mort Bah, dans le sens où si tu fin- arrêtes d'avancer à ce niveau-là, si tu as ce plafond, il y a d'autres gens à côté qui n'auront pas ce plafond, qui vont t'écraser. À un moment, ils vont prendre tout le marché. Ça prendra le temps que ça prendra, hein, ou pas d'ailleurs, mais tu seras ou jamais. pas? Ah ben Après, mon c'est pote, peut-être lui, il toi veut qui pas vas grandir, hein. burn-out. Il trouve que il te dit, le gars, moi, je fais ma rémunération avec ça, je suis tranquille dans la vie et Si je veux son pas faire niveau autre chose. d'énergie se tient et tout, pourquoi pas. Bon, Mais c'est vrai que quand tu te personne dis, tu personne pars, va donc prédire, mais ouais. tu vois ça tourner, tu te dis, merde, mon pote, là, de chez Terre d'été, il tourne bien, il fait sa rémunération, ça lui permet de vivre avec sa femme, ses gosses, et il est très bien avec ça, et il n'a pas envie, lui, de péter son plafond de verre. Si t'es jeune, je me méfierais de ça parce que à côté, tu as des boîtes qui sont soit des startups, soit des géants et qui font 1% d'amélioration par an et un jour, ils vont te passer à Stop, travers. arrête, c'est un autre sujet. Arrête, tu dévis. Non, c'est le même sujet Arrête, quand on tu parle de dévis. zombies, c'est le même sujet. C'est-à-dire que si tu arrêtes de progresser dans un monde qui lui progresse, il y a Ah un ouais, moment où tu coules. Et ça, c'est une forme de zombie. ouais, après, t'as des petits business qui passeront sur le radar parce qu'ils ont Tout juste à leur fait. niveau Mais de on peut clientèle pas le locale et prédire. On peut pas le prédire. Tu as tous les gens qui ont dit ça sont morts à long terme, à suffisamment long terme. Donc, c'est pour ça que je dis ouais. s'il est jeune. Donc, si tu es à 10 ans de la retraite, je Non, dis il a mon âge. Il a mon âge, il s'en à 10 ans de la fout. retraite. Pas pour toi, mais pour lui, oui. Non, franchement, c'est vraiment une question de contexte. Je pense que si tu es jeune, méfie-toi beaucoup parce que le monde change plus vite qu'on croit. Oui, ça, Tous les d'accord. acteurs de la musique qu'on dit en Europe, tu regardes la valeur totale du marché de la musique, c'est divisé par plus de 10. Hmm. Pareil pour le livre, le retail est en train de prendre une claque énorme, l'hôtellerie prend une claque énorme. Donc la transformation numérique, elle crée des écroulements de marché réels. Et les gens qui disent on passera entre les gouttes, il y aura toujours des gens qui passeront entre les gouttes, rien ne dit que tu seras dedans, surtout si tu te contentes de là où tu es. La probabilité n'est pas Ouais, en ta après, faveur. si tu es vraiment tout Après, petit, tu peux dire je vis à. tu sais, quand tu as un business qui fait 100 000 balles par an et que ça te fait ton Oui, beurre ça se et trouve. que Si tu tu es as ta niche, ça se tranquille, trouve. C'est vraiment une bah, question de durée. Je pense qu'à mais là, à non, les moyen business dont terme. on parle, ouais, je suis d'accord avec toi, les business dont on parle, ils peuvent pas se contenter de ça. Mais bon, Ok, après, c'est donc, des gens qui auront une boutique sur la marketplace Amazon ou sur Etsy, tu vois, oui, et peut-être qu'ils oui, feront leur argent comme ça. Mais sur du ça, e-commerce, donc, ce que je retiens, c'est que, comme dans une vraie vitrine, si tu passes devant un petit magasin, parce que toi, tu penses à ta grand-mère, moi, en vitrine, si tu veux, il y a les Galeries Lafayette. j'en ai vu des vitrines poussiéreuses au D'un Portugal où côté, mais ouais, c'est avec les, ça. tout est décoloré, les trucs sont là depuis 30 ans, quoi. Voilà, je pense à ça. Et c'est pareil. Donc, chers auditeurs, si ton site e-commerce ou ton site vitrine, tu regardes ta homepage et que tu dis que ça fait un petit bout de temps que tu vois la même, Ouais, alors attention avec ça parce que c'est un peu pose-toi les bonnes questions cosmétique. quand même. C'est un indice, mais en même temps, c'est un peu cosmétique. Et c'est vrai que des homepages qui tournent, et au final, tout ce qui devrait être fait vraiment, qui a de l'impact pour de vrai, n'est pas fait. J'en vois beaucoup aussi. Donc, attention aussi à faire les bonnes choses. Il faudra qu'on y revienne, mais on a cité toute une liste tout à l'heure. Qu'est-ce que Bonne c'est le commerce? C'est pas paye, juste de refaire la sa vitrine tous les 3 mois. promotion. C'est avoir le bon trafic, continuer à avoir du bon Ouais. trafic, lui donner une bonne expérience, lui améliorer son chemin, enlever les frictions, lui proposer les bons produits au bon prix, selon le bon parcours. On parlait aussi de bien choisir. Est-ce que tu veux monter ton panier moyen, mais alors tu vas baisser ton taux de conversion. Donc, comprendre aussi l'économie, l'aspect économique de Ouais. ce qu'on fait. Ok, mais alors si je mets un upsell, bah du coup ma conversion reste la même, mais mon panier moyen augmente quand même. Mais alors comment je fais? J'ai déjà des upsells partout sur le site. Oui, mais c'est pas de ça qu'on parle parce que bon. Après, c'est tous les principes du marketing en général, du marketing en ligne en particulier. Et juste pas se contenter de là où Ouais. tu es, mais savoir où tu veux aller, qu'est-ce qui te manque, prioriser tout ça. C'est là qu'on est dans le vivant, c'est qu'on a vraiment un cycle d'amélioration et des process et d'exécution et de création. Est-ce que tu recruterais quelqu'un
Pour un e-commerce, est-ce que tu recruterais quelqu'un qui a tenu une boutique physique, un responsable ou une responsable de magasin physique? Est-ce que ce serait un bon fit, un bon recrutement? Ça dépend. La personne a déjà fait du e-commerce avant? Non. Pas du tout. Non. Est-ce que c'est plus facile de rendre e-commerçant un commerçant, ou est-ce que mieux vaut quelqu'un qui fait du marketing et lui expliquer ce qu'est le commerce? Fausse dichotomie, est-ce qu'on a une troisième option? On a toujours une troisième option. Parce que je pense que ça dépend des marchés aussi, hein, mais je me méfierais de quelqu'un qui a aucune culture digitale et vice-versa, je me méfierais de quelqu'un qui n'a aucune culture commerçante. Donc, un espèce de binôme, dans ces cas-là, ça pourrait être une bonne alternative. Si tu as les moyens, non, il faut un responsable e-commerce qui a la curiosité d'aller dans les deux mondes et de faire le lien entre les deux et de comprendre. Ok, next, sujet suivant. Passons aux zombies parce que sinon. Les IT zombies. Voilà, on a fait les e-commerce sans commerce, mais dans les e-commerce zombies. Sans commerce. C'était la semaine, il y avait des zombies partout. Ouais. Il y a des zombies partout, mais en fait, on lâche rien et on est dans les IT zombies. Ça, c'est pas mal aussi. Ça, c'est l'IT où il y a pas. Il n'y a pas de décision, il n'y a pas de j'ai discuté, je participe à un truc organisé par le gang de l'EM Lyon, le Master Transformation Digitale avec Jean-Philippe Timsit, qui a lancé un speedrun qui prend fin le 15 décembre. Donc, 9 équipes de 4-5 personnes. Et une entreprise B2B a été choisie, une entreprise B2C a été choisie. Et en B2B, c'est un éditeur d'une solution ERP. Encore? Il y a combien de ERP sur le marché? C'est un truc de fou, mais c'est un truc de malade. Et résultat. Alors là, dans le cas zombie, tu vas me dire, oui, il y aura toujours de la place pour un ERP que personne ne connaît. T'es sûr? Non. Alors, non. Bah, en fait, c'est un truc de fou parce que le gars a une solution techno, je ne sais pas trop. C'était assez rigolo. Et là, j'ai vu, parce que ce sujet ERP, finalement, j'ai vu ces derniers temps chez un client le côté ok, bah viens, ERP, allez, c'est parti. Regarde vers ton micro quand tu parles. Pardon. Et les conversations ERP, ça donne des trucs du style. Ça m'a fait penser à HubSpot. Ce que je disais, mais en fait, HubSpot, c'est une forme de ERP. Si ça continue comme ça continue, ça devient une espèce de ERP pour le marketing, les ventes ou un truc dans le genre. C'est-à-dire, et puis en plus, ça va aujourd'hui, ça vient commencer à grignoter sur la relation client, le service, etc. Il y a du ticketing, il y a des choses comme ça. Ça commence à gratter. Exemple, c'est une approche typique de ce qu'on appelle disruption pour le coup, où les marchés se font attaquer par le bas. La disruption, telle qu'elle est définie par l'inventeur du mot, donc Christensen, c'est cette disruption, c'est cette attaque du marché par le bas de marché. Tu fais un truc qui est autre chose, qui est plus petit, qui est moins bien, mais qui fait quelque chose de nouveau et qui est accessible à des nouvelles personnes. C'est le cas d'HubSpot. Et petit à petit, tu vas bouffer à la marge des choses un peu plus périphériques. Et d'un coup, le mec du dessus qui s'est dit non, il y aura toujours de la place pour nous, se retrouve à faire plus que du haut de gamme. Et 20 ans plus tard, ils sont plus là. Bah, tu prends HubSpot, quand ils ont commencé, donc Lead-in, tu m'as rappelé ça la dernière fois, j'avais Sidekick, mais il y a Lead-in. Pour la partie CRM, en tout cas, ils ont commencé juste par Lead-in. Qui regarde les mails que tu envoies? Qui ouvre ça? Ah, très bien, juste, tiens. Mais même pas Lead-in, c'était juste pour avoir le pop-up. Alors, typiquement, pour avoir ce 98% de trafic qui ne convertit pas, pour le foutre dans ta base, Lead-in était fait pour ça. C'est ça. Donc, tu vois, il y avait Lead-in et puis il y avait Sidekick. Donc, c'est qui a ouvert mon mail? Ok, très bien. Sidekick était qui a ouvert mon mail. Il y a qui a ouvert mon mail, il y a qui a regardé quoi dans mon mail. Et puis, il y a eu, tiens, d'un seul coup, on va faire un pseudo CRM.
juste les contacts. Et puis aujourd'hui, je lisais sur un post LinkedIn Aujourd'hui, cette semaine. tu as service, facture Ouais, non, alimentée. c'est super compliqué HubSpot, déconne pas, si tu veux un truc simple, c'est pas Pipedrive. Et là, tu te dis, il y a quelqu'un qui te dit, ah non, mais c'est aussi compliqué que. On parlait de Salesforce, ça causait CRM, donc il y avait Salesforce. Et aujourd'hui, la tendance, c'est non, mais le truc, c'est HubSpot, c'est franchement, c'est user-friendly, blablabla, blablabla. Et là, tu en as un qui dit, non, mais vas-y, HubSpot, J'ai c'est déjà entendu ce compliqué discours que Salesforce. chez Coup d'État. J'ai entendu Valentin une fois dire oh là oui, HubSpot, c'est trop de boulot à mettre en place, allez sur Pipedrive. Et il a Allez sûrement sur raison. Pipedrive, donc tu Il a dis, sûrement putain, raison. c'est marrant de voir que HubSpot, qui était le truc super simple, qui dit, ouais, Salesforce, trop compliqué, prenez HubSpot. Et maintenant, c'est HubSpot, c'est trop compliqué, Et prenez c'est là que je te Pipedrive. dis, dans le monde d'aujourd'hui, quand tu n'as pas de croissance, tu es un zombie. Parce que tu vois bien qu'il y a ce tapis roulant, Tout le temps. tout s'améliore en permanence et à une vitesse qui est. On est à la fois surpris de voir les vieux trucs qui traînent et en même temps, on est. Là, j'ai d'un côté les gens qui disent regardez, la voiture autonome, c'est fini, ça ne marchera jamais. Notez-le, notez-le. Tesla est en train de sortir son FSD bêta. Il y a des vidéos qui sortent dans tous les sens, des gens qui ont la bêta. Tu vois que la voiture, elle fait tout toute seule dans des rues pas possibles, à Chinatown, machin. Et en même temps, tu as les mecs sur LinkedIn qui disent regardez, Uber vend sa voiture autonome, la preuve que c'est fini. Les rêves de la voiture autonome s'envolent. Tu as la même chose partout. Tu as les mecs qui se foutent des fusées qui atterrissent, mais en attendant, ils viennent d'en faire atterrir 80 là, en 5 ans. Et Ariane 6 est en train de prendre du retard. Ils ont envoyé une capsule sur la navette avec des gens de. N'importe quoi. Ils ont envoyé une capsule à la station spatiale avec des humains dedans. Boeing a encore 1 an de retard sur le même projet, alors qu'ils étaient soi-disant en avance, etc., etc. Donc, ça avance, et à la fois, on a des vieilles choses qui restent, et on se dit, regarde, tu vois bien qu'on peut survivre longtemps en étant mauvais. Et c'est vrai. Et puis, d'un coup, tu as des marchés comme la musique, où ça divise par 10, et vous allez voir. Vous allez voir. Et pour la techno, eh ben, les zombies, pourquoi je parle de Walking Dead cette semaine avec ça? Parce que j'ai eu ce sujet Oui, sur la difficulté à choisir entre est-ce qu'on prend un HubSpot full option, mais c'est pareil pour le e-commerce, hein. Est-ce qu'on prend un Shopify full option ou un Magento full option ou un whatever full option, ou est-ce que finalement on n'est pas plutôt dans un mode où on prend tiens, bah, le petit bout de CRM d'HubSpot je donne un exemple très concret, hein. J'ai eu le cas cette semaine avec je prendrais bien la partie CRM d'HubSpot en gratos. Le petit bout payant là, du marketing starter, parce qu'il y a un truc qui me plaît bien. Par contre, plutôt que d'avoir leur espèce de truc de rendez-vous qui est très à l'arrache, où tu sens que HubSpot est en train de travailler autour, donne-moi Calendly, qui est super abouti. Et je prends ce Calendly-là parce que je prends celui-ci, mais il y en a d'autres, hein. Mais tiens, je vais prendre Calendly qui est plus spécialisé, qui va être vachement mieux foutu. Et puis, là, attends, je pourrais peut-être rajouter ce petit morceau. Ah, puis là, je vais prendre une landing page comme ça, etc., etc. Et il y a vraiment un choix à faire entre. mais comme d'hab, Je veux... regarde comment tu l'attaques là. Tu l'attaques par les outils, et c'est là que ça marche pas. C'est ce qu'on a dit la semaine dernière. Tant que tu n'as pas compris quels sont tes process et qu'est-ce qu'il y a automatisé, et que tu pars pas de là et que tu le fais pas dans ce sens-là, c'est insoluble. Et comme dirait ta femme, fais un plan, un mapping de ton IT. Mais fais un Alors, mapping de oui, ton oui, IT oui. existant, mais surtout fais un mapping de tes process réels. Qu'est-ce qui doit être Ah, mais numérisé et dans alors, quel ordre? ça, c'est ce qui donne des IT zombies, c'est que finalement, il n'y a pas. Il n'y a pas de prise de décision parce que entre je prends un truc tout intégré, c'est-à-dire, en gros, c'est vu que je ne sais pas, vu que je ne sais pas comment m'y prendre, vu que je ne sais pas comment le faire, je décide de payer, je prends toute option et puis j'utilise plus ou moins le toute option. Plan B, choix numéro 2, comme je ne sais pas, je vais essayer plein de petits trucs, mais par contre, ça implique effectivement d'être ou très au carré sur tes process ou de te dire justement, je vais investir de l'énergie dans mes process. Et il y a un espèce de non-choix, et ça, je le vois chez
plusieurs Ouais. clients et on l'a eu, il y a eu la Ouais, grosse conversation chez l'un de nos clients il n'y a pas longtemps. Ben, comme je ne sais pas choisir, ben, je choisis. L'absence de Ouais, clarté je fait que tu prends peux rien pas des choisir. deux. Et ça donne un Cette- espèce Alors, je prends HubSpot parce que c'était le sujet, mais c'est-à-dire, ben, finalement, je prends une version trop évoluée d'un HubSpot ou un Pledzi ou un je ne sais pas quoi, mais je vais prendre un tout petit bout de machin et je me retrouve avec un espèce de truc bancal et je passe une énergie. Et alors là, on est vraiment zombie. Je passe une énergie monstrueuse à me dépatouiller de ces espèces de non-choix d'outils pour ne pas me concentrer sur mes process et ma standardisation. Mhm. Et alors Alors que ça, c'est ça donne un l'inverse, espèce c'est d'IT. un cercle vicieux. Cet excellent article que je t'avais sorti sur la vitesse des équipes marketing se concluait Ah sur la ouais, question top. des outils. Tu te rappelles la fin sur les Ouais. outils? Je pense que c'est elle qui a Vas-y. raison. Elle te dit tu fais les choses à la main quand tu as un programme qui marche. Elle a une unité mentale qui est le programme. Donc une expérience, si tu veux, de croissance, tu lances un programme marketing et elle pense vraiment expérimental avec des sprints, etc. C'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, nous, mais sauf qu'elle est très forte. Et tu fais tes programmes, tu as un truc qui marche. Success is obvious. Ok, on va pérenniser, on va le rendre durable, on va en faire un process un peu plus sédimenté. Et là, quand tu sédimentes, tu dis, ok, quel est le 80-20? Qu'est-ce qui, dans ce process-là, est excessivement chronophage et mérite d'être industrialisé, automatisé? Et là, tu amènes juste le meilleur outil disponible pour cette partie du besoin. Et si l'outil est bien fait, il en fera sûrement un peu plus. Mais tu vois, elle le fait dans cet ordre et c'est le bon ordre. Sinon, tu fais quoi? Tu montes ton usine, tu installes toutes les machines que tu peux, les meilleures machines, un peu dans un ordre qui a l'air pas mal. Puis après, tu te dis, bon, qu'est-ce qu'on va fabriquer? Des voitures ou des machines à café? Ouais, mais c'est ça. Et ça donne et comme quand tu prends pas cette décision parce que tu n'as pas les bons modèles mentaux pour le prendre en fait, ça fait aussi du sacré zombie hein, quand tu sais pas prendre le truc. Là, j'ai mis en place la première automation. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? J'ai mis une automatisation en place. Nice. Non, mais attends, ça a été. Non, t'en avais fait une la semaine d'avant, là, tes Non, 24 jours ouais, hommes de facturation. non, ça c'est un autre. Oui, mais ça c'est un autre truc. Là, Ah, non, vraiment, ça a été de se dire finalement, c'est très marrant. Je prends 2 minutes là-dessus. C'est je veux de l'automation. Ah ouais, je veux de l'automation. c'était la semaine dernière. Je veux de l'automation. Très bien. Et finalement, c'est juste quand un prospect remplit un formulaire sur un site internet, le directeur commercial reçoit dans sa boîte mail une notification de coucou, il y a un prospect. Il attribue, c'est avec HubSpot, il affecte le prospect à un de ses commerciaux et le commercial reçoit un message qui lui dit coucou, il y a un prospect et voilà ce que tu vas faire. Le next step est celui-ci. D'accord. Donc, et là, tu envoies même dans le message, tu mets un petit lien, un petit URL qui lui dit ce serait bien que tu utilises ce modèle de message pour prendre rendez-vous avec ce prospect qui vient de laisser un message, etc. Ce que tu dis là de le faire à la main, le premier truc que j'ai mis en place, c'est le premier problème que j'ai rencontré. On m'a dit, on ne peut pas automatiser ça. Pourquoi? Parce que tu comprends, Josélito, j'affecte le lead, le prospect, en fonction de tout un tas de critères. OK. Et pourquoi tu ne peux pas l'automatiser ça? Parce que sur le formulaire, il y avait juste nom, prénom, nom de votre société, adresse mail, et puis un espèce de grand champ libre. Raconte-moi ce que tu veux là, live. Raconte ta vie. Raconte ta vie. Et là, je dis, très bien, c'est quoi tes critères? Ah, il me faut ça, ça et ça. OK, ces 3 critères-là vont te permettre de déterminer à qui tu l'affectes. Très bien. Viens, on va créer dans le formulaire, on va mettre des champs, c'est voilà. Critères A, B, C. Et là, à partir de maintenant, le directeur reçoit le mail et pour l'instant, il le fait à la main. Je lui ai pas encore dit. La machine le fera un jour. Je lui ai pas encore dit, mais si tes critères sont bons, tu peux tout de suite ne plus t'en occuper et gagner un temps précieux en affectant directement ton commercial. Tu peux faire la même chose aussi dans du chatbot maintenant, mais en séquentiel. Bon, il y a
Et là, tu vois, on repart tout de suite dans l'outil. Mais la première étape, c'est de se dire, d'avoir la tête pour se dire, j'ai une étape de qualification. Cette qualification se fait sur 3 critères. Cette étape de qualification peut se faire de plusieurs façons. Elle peut se faire en lisant un brief libre et en tirant les infos. Elle peut se faire en appelant et en tirant les infos. Elle peut se faire avec 3 champs dans un formulaire. Elle peut se faire avec 3 étapes dans un chatbot. Et il y a encore sûrement d'autres façons de faire cette étape. Mais si tu n'as même pas compris que tu as une étape qui s'appelle qualification où tu as besoin d'obtenir 3 critères et que ça peut être fait de n'importe quelle façon, ça peut se faire à la tête du client, ça peut se faire aux probabilités Alors, en disant comment tu fais? regarde, ce type de client en général rentre dans tel critère. Il y a plein de façons de faire, mais il faut comprendre que c'est une étape. Là, on a un sujet, comment tu rends service à un dirigeant. Je vais te donner mon point de vue, tu partages le tien. Pour moi, c'est amis dirigeantes et dirigeants de PME, parce que je crâne toujours dans ces univers-là plutôt. Au sein de ce que vous appelez l'IT, le gars qui s'occupe de l'imprimante, du courant faible, de la téléphonie, de l'alarme, de tout ça, c'est pas de l'IT, d'accord? Non, parce que Philippe, un des problèmes qui fait qu'on est zombie, mais j'ai l'impression que c'est 20 ans de mon existence. C'est 20 ans de ma life ne vous méprenez pas. C'est pas parce qu'il y a un type qui a été capable de vous installer un driver dans Windows, je ne sais plus quelle version, qui fait de l'IT. L'IT, c'est cette personne dont tu parles qui est capable de comprendre le monde AI, en c'est mode… information. Donc, c'est bien comment la partie information, vous savez ce que c'est qu'une information, comment la partie information circule dans l'entreprise. Et on pense en flux, il faut penser en flux. Quand vous voyez les tapis roulants dans l'usine qui emmènent les matériaux à divers endroits pour subir des traitements et des transformations, c'est pareil pour l'information. Où est-ce qu'elle rentre, où est-ce qu'elle sort, où est-ce qu'elle se divise, où est-ce qu'elle se segmente, où est-ce qu'elle s'enrichit et où est-ce qu'elle est consommée et pourquoi faire, etc. Donc, avant de parler outils, pensez flux. Et si vous ne savez pas, demandez à Stéphane Callot, qui est Lean Man. Mais Stéphane, ça fait des L'homme années sans gras. qui tilte le côté… qui dit non, mais le marketing, putain, c'est du lean en fait. Il est tout le temps là-dedans. Mais Ça devrait. je l'ai rencontré sur ce sujet-là, le lean marketing. Ça a été vraiment son truc de… Mais je crois que c'est Eric Ries qui avait raconté cette histoire incroyable du micro-ondes. Tu sais, il va dans l'usine de micro-ondes et tout est lean. La chaîne de montage est hyper lean. Les mecs, c'est mieux que les Japonais, tu vois. Ils soudent tout de façon hyper lean. Et ils ont ces 24 fils qui soudent les 24 boutons, donc une soudure de chaque côté du fil, donc 48 soudures. Et les 48 soudures sont faites de la façon la plus lean que tu aies jamais vue. Sauf que l'étude a montré que les gens utilisent 3 boutons sur leur micro-ondes, 80% d'entre eux. Donc, tu as quand même fait 48 moins 6, donc 32 soudures de trop. Donc, tu as un problème de lean qui est en fait à l'échelle de la définition du produit, qui est une activité marketing. Et donc, le lean s'inquiète des gaspillages de toute la fausse valeur qui est créée et qui finalement n'apporte pas de valeur. Et donc, mettre 48 boutons là où il en faut 3, c'est… Mais bon, regarde un iPhone. Mais c'est un vrai sujet, ça, je pense aussi, pour éviter de se faire d'être un zombie. Revenir à la valeur toujours. Ouais, c'est un putain, pardon, c'est un truc. Faudrait qu'on se fasse un épisode spécial dédié. Revenir à la valeur, quoi. Ouais, franchement, parce que je pense que ça fait partie. Et encore, partie. Peter Drucker, innovation et marketing, créer un client. Qu'est-ce que c'est qu'un client? C'est quelqu'un qui a un problème que tu vas résoudre. Elon Musk a dit il y a 4 jours, il en a marre des MBA, arrêtez les spreadsheets et les PowerPoint. Allez regarder vos putains de produits. Est-ce que vos produits sont cool ou pas cool? Est-ce que vos produits sont aussi bien qu'ils pourraient l'être? Faites ça, PDG d'Amérique. Carrément. Troisième sujet. Allez, vas-y, on enchaîne. Allez, qu'on en finisse. Un troisième type de zombie que tu as croisé cette semaine, les chasseurs-éleveurs. Alors, je connaissais les chasseurs-cueilleurs et les éleveurs sédentaires. Mais alors, qu'est-ce qu'un chasseur-éleveur, José Lito? Alors, le chasseur-éleveur, là, c'est le vrai zombie. Parce que alors, ça, j'ai eu le débat. J'en suis un. J'ai été. En tout cas, j'ai été par le payé. passé. Bah ouais, parce qu'aujourd'hui, je fais plus. Mais c'est pas payé, bon. Mais
J'ai plus d'activité commerciale en propre, je veux dire, dans le sens, je ne suis pas salarié d'une entreprise avec l'étiquette commerciale, on va dire. Mais j'ai été cette espèce Tu es associé d'hybride chasseur-éleveur. qui est difficile à définir. Alors, en fait, pourquoi conversation autour de structurer le commerce, etc. Filiale d'une grosse boîte japonaise dont je ne citerai pas le nom. Et j'avais le sujet avec eux mais en fait, tes gars, ils font quoi? Explique-moi. Alors, on a eu ce sujet de ils font quoi et d'où notre podcast de la semaine dernière. Est-ce qu'on spécialise? Tu as les chasseurs, vont chercher le contrat, signent le deal, bim, bim, bim. Et après, les éleveurs qui vont prendre en charge relations clients, fidélisation, upsell, delight, blablabla, etc. etc. Et si on sépare les deux, l'organisation s'en porte beaucoup mieux avec blablabla, tout ce qu'on s'est dit la semaine dernière. Et là, en fait, il y a eu ce sujet des entre-deux, en fait, dans le cadre d'une boîte où finalement, on demande à des commerciaux de faire les deux. Et quand j'ai proposé de diviser les deux, un des trucs qui n'était pas ressorti assez spontanément, c'est de dire plus personne ne peut se cacher, en fait. Parce que le problème de ton chasseur-cueilleur, soit il est brillantissime, un classe A là. C'est un truc qu'on a complètement zappé la semaine dernière. On a parlé des players, on a parlé de spécialisation versus entre guillemets full stack, donc des gens polyvalents dans les organisations commerciales. On a complètement oublié cette thématique qui est finalement peut-être une des plus importantes, qui est que quand tu fais qu'une seule chose, surtout dans quelque chose comme le commerce, tu peux plus faire semblant. Tu es obligé d'être bon dans ce que tu fais en tant que spécialiste. Tu peux plus, exactement. Tu peux plus être un zombie. Pourquoi? Parce que sinon, ce qui se passe, c'est qu'on te dit… Tu fais la cuisine, tu fais le riz. Si tu fais que le riz, si tu fais mal le riz, ça va se voir. Alors que tu fais le riz, tu fais le poulet, etc. Le poulet, il est pas mal. Le riz, t'es un peu sec. Par contre, t'as fait mais gars, on va te pardonner. Je suis en train de faire le poulet, je peux rien. Mais c'est ce qui se passe. En fait, c'est on dit aux commerciaux, niveau chasse… Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que le directeur des ventes me dit… je ne sais plus comment la conversation est arrivée, mais en gros, il me dit ouais, mais tu comprends, ils doivent savoir faire la part des choses. C'est-à-dire, en gros, ils doivent savoir d'eux-mêmes dire là, j'ai peu de clients à fidéliser, donc je vais aller faire de la chasse. Puis en ce moment, la chasse, c'est pas tip-top. Spontanément, je vais basculer vers la fidélisation. Et une prise de décision encore à se taper, alors que… Et puis, pas n'importe laquelle, en fait, tu as du mal à arbitrer. Et donc, je dis, oui, en plus, c'est un problème. Enfin, la chasse pour un commercial, c'est quand même quelque chose qui a un problème d'énergie et d'humeur. Et si tu commences à avoir le choix, tu te mets plus les piles. Tiens, je viens de passer sur des journées à thème. Bon, je procrastine beaucoup moins parce que là, je me dis, non, je peux pas me remettre à demain. Demain, c'est pas la bonne journée, tu vois. Donc, t'as pas le choix. Aujourd'hui, j'ai ma mission, je vais la faire. Donc, je fais l'effort de me mettre dans les bonnes conditions. Alors que sinon, non, je suis pas d'humeur pour faire de la chasse. Je vais faire un peu d'élevage, tu vois. Et inconsciemment. Et puis les profils, et tu t'aperçois que c'est pas du tout les… Et en plus, c'est pas les mêmes tempéraments à l'échelle de la personne. Tu peux pas être… je sais pas si c'est cliché, mais pour ma part, j'ai jamais été un bon chasseur, définitivement. Et résultat des courses. Par contre, oui, alors… non, il y a trop d'empathie. Donc forcément… c'est ce que disait aussi Oussama Ammar là, sur… en tant que commercial, il faut savoir se concentrer sur l'utile et oublier l'agréable. Et c'est vrai que l'élevage est toujours plus agréable que la chasse. Donc, si tu n'as pas cet amour de la commission, si tu veux, et si ta boîte ne paye pas si bien que ça, tu n'auras pas cette tension d'aller chercher l'utile. Et donc, c'est dur d'être un bon chasseur si tu fais autre chose en même temps. Et nous deux qui ne sommes pas des bons chasseurs… C'est-à-dire qu'on confond le fait de… Ouais, mais Joselito, tu es un compétiteur. C'est clair que je suis un compétiteur. Moi, j'aime bien arriver le premier. Et j'aime bien niquer mes concurrents. Ça suffit pas. J'ai un ami qui est un chasseur né. Lui, par contre, c'est l'inverse. Il
peut pas ne pas aller à la chasse. Donc lui, par contre, arrive à faire plein de choses à la fois. Il a un side business et il chasse pour son side business et il chasse pour son employeur et il chasse encore pour je sais pas quoi à côté, pour du non-profit. Mais parce que c'est dans son tempérament. Mais alors du coup, pourquoi lui faire autre chose alors c'est un équilibre à trouver. Il faut aussi qu'il s'épanouisse, etc. Mais en tout cas, par contre, Putain, on s'en fout, en fait, qui non, le s'épanouissent, qui problème, c'est s'épanouissent même pas même pas. ça. En fait, tu vois, je peux te dire. Alors, ça dépend en fait de l'impact que ça a sur ta boîte. Mais attends, regarde, je le mets à l'envers. C'est-à-dire que là, je prends l'exemple du chasseur né, et c'est des gens assez rares et précieux. Mais le problème, c'est pas lui qui va chasser en même temps qu'il élève. Non, le problème, c'est tous les gens qu'on a mis sur ce genre de poste qui sont pas faits pour être chasseurs, genre toi ou moi. Si on devait se retrouver dans ce genre de poste, et qui du coup, n'étant pas faits pour être chasseurs, vont faire surtout de l'élevage et vont être commissionnés à peu près pareil que les chasseurs, etc. Et du coup, ça crée, au lieu d'avoir cette énergie d'un gang de chasseurs, tu te retrouves avec une énergie polluée par des gros mous d'éleveurs comme nous. Des zombies. Mais on est en plein dans Walking Dead. T'as une équipe commerciale totalement zombie parce que finalement, le chasseur dit mais c'est ça, il a pas la team avec lui, il a pas l'énergie, et puis il se dit bah pourquoi je me ferais chier, regarde les autres, donc il est pas bien. S'il est compétitif et qu'il est avec des mous, tu vois, t'es à l'alpha sans te battre, tu restes pas très alpha, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu peux te cacher en fait. Et je trouvais ça intéressant le tilt de cette semaine de dire. Ah non, mais attends, mais si on spécialise, plus personne peut se cacher parce que ça veut dire, t'es quoi? Choisis ton camp, camarade. T'es éleveur ou t'es chasseur? Ah non, moi, tu sais, je suis chasseur. Parce qu'après, tu as ceux qui n'ont pas conscience de ce qu'ils sont. C'est-à-dire que. Ça constitue la majeure partie de l'humanité. Je suis un putain de chasseur, il n'y a pas de doute. Connais-toi toi-même. On a le petit dessin de Socrate sur notre page carrière. Et puis là, quand on te dit, bah vas-y. Tu n'as plus que de la chasse. Ouais, tu sais, j'ai pas le temps aussi. En même temps, attends, il faut que je fasse la fidélisation, il faut que je fasse le SAV, il faut que je fasse machin. Non, bonne nouvelle. Tu es un chasseur, on a tout enlevé. Tu n'as plus qu'une seule chose à faire, la chasse. Voilà ton territoire, voilà tes armes, let's go. Ouais, mais en fait, tu sais, parce que là, ouais, mais la terre est lourde en ce moment, la terre est un peu humide, c'est trop gras, j'ai pas réussi. Il fait faim. Il a plu. Alors, je suis allé aux champignons. Je n'ai pas trouvé le gibier. Mais tu peux plus te défiler. J'ai très beaux champignons. Ouais, mais c'est ça. Mais on me dit, attends, t'es pas là pour les champignons. Hein. C'est pas la même chose. Alors, attends, les chasseurs sont aussi cueilleurs en général. L'élevage, c'est différent. Ouais, non, mais alors, tu parlais de beaux moments à l'adolescence. Ça, quand tu es chez ton client et que d'un seul coup, il y a cette lumière qui arrive, qui dit on peut plus se cacher. Ah, mais en plus, ça va nous permettre de faire ça. Waouh! Allez, vas-y. Là, on le met en place. Et là, c'est parti. Et chez la personne qui, derrière aussi, découvre sa force, son talent propre, et peut maintenant le perfectionner et avoir du levier avec ça. C'est aussi un progrès. Connais-toi toi-même. Pour avoir une carrière épanouissante, il faut savoir ce qu'on est et où on est bon. Alors, si tu passes ta vie à lutter contre toi-même, tu te fais du mal. C'est fatigant. Les zombies RH aussi. Ça, c'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est… ouais, mais tu comprends, si on met ça en place, comment cette personne va le vivre? Tu sais, c'est le changement, c'est mal. Le changement, et tu vois, tu dis, mais non. Encore une trace de mort. Hein, si tu n'as plus de changement, on l'a déjà dit, le progrès n'est que dans la rupture d'homéostasie. Donc, c'est-à-dire que tant que tu n'es pas challengé dans ton confort, tu ne peux pas changer. Donc, tu ne peux pas progresser. Non, tu n'es pas dans ton bureau, tu n'as pas ton petit dessin. Bien à tes… Non, je ne suis pas dans mon bureau. Tu dis, mais ça va faire du bien aux équipes. Non, c'est pas les 4 forces du changement. C'est pas les 4 forces. Tu dis, mais en fait, c'est très bien parce que tes collaborateurs, à partir du moment où tu vas leur faire cette proposition et leur dire OK, tu penses que tu es chasseur ou éleveur? Ah, moi, je pense que je suis chasseur. Très bien. On va te donner les moyens de faire ça et uniquement de faire ça. Si quelqu'un se dit ah non, mais finalement, je ne suis pas du tout chasseur, je suis plutôt éleveur ou je suis plutôt autre chose. Tu lui as économisé 500 balles de coaching. Ou en vrai, finalement, ce que je veux dans la vie, c'est être libraire. Très bien, bonne nouvelle, tu as fait ton… Non, mais tu as fait ton taf. Bilan de compétences gratuit.
il n'y a pas de ouais, mais tu comprends, 10 la ans de personne, thérapie elle va me mettre un gratuit. prud'homme ou je sais pas quoi. Mais non, d'elle-même, elle va trouver sa place, d'elle-même, elle va partir si il n'y a rien pour elle au sein de ton organisation. Et alors ça, c'est toi, hein, ça a été je sais plus ce que tu m'as refilé comme. Alors, toi, coup d'État, Valentin, Oussama, il y a eu ces dernières années toutes ces influences. Non, c'est HBR. Euh, HBR. Ah, le dernier, c'est apprivoiser l'intelligence artificielle. Bon courage. Ah, non, t'es chiant, tu me fais faire une aparté. Parce que, Reviens. Non, non, parce que je me dis, en fait, je les reçois, mais qui a le temps de lire HBR en vrai? Parce que je suis abonné, je les les reçois, retraités. mais soit tu es consultant, soit tu es dans une très grosse organisation, mais sinon, tu n'as pas le temps, en fait. Enfin, sinon, tu les lis le week-end, c'est compliqué. Tu te désabonnes de Netflix, hein, c'est pas. Voilà, tu vois, l'économie de l'attention. Non, c'est Alice Zaguri. C'est Alice Zaguri. Son Ah oui, dernier oui, mail. avec comment virer les gens avec empathie, je sais pas quoi. Ben ouais, en fait, c'est ça. C'est de prendre conscience qu'à partir du moment où une personne n'est pas, il n'y a pas le fit dans ton organisation, fais pas semblant que ça colle, quoi. C'est pas la peine. Ça fait du mal Va, à tout le monde. Hein. Ben, ça fait du mal à tout le monde. Dis les choses, n'aie pas peur de dire les choses. Et je pense que ça fait partie des sujets de la difficulté qu'on peut avoir à recruter et à licencier. On ne sait pas virer des gens. Et je dis on, pronom imbécile qui définit celui qui l'emploie. On ne s'est pas payé pour embaucher, on ne s'est pas payé pour licencier. Ouais. Et là aussi, on n'a pas de process, on n'a Ça pas de crée beaucoup de critères frustration. Et de d'évaluation. nouveau, tu as des équipes zombies. C'était pas dans le plan, mais tu te retrouves avec des équipes zombies. Et tu as pas les. Carrément. Mais parce que tu n'as pas les bons sièges. Comment tu recrutes la bonne personne si tu n'as pas le bon rôle? Donc, La bah boucle est ouais, et bouclée. finalement, enfin, tu vois, donc ça veut dire que, bah, pour résumer, si tu es commerciaux, tu ne te poses pas la question chasseur, éleveur, quel type de profil et de quoi tu as besoin et à quel moment, parce que ça aussi, ça bouge. On a du mal à Et de nouveau, considérer qu'une connais tes organisation étapes, connais ton commerciale cycle. bouge. On garde nos commerciaux 10 ans, horreur, malheur. Mais pourquoi tu gardes Ta boîte celui a qui. quadruplé de taille entre-temps. C'est Si pas t'as bon, c'est un mauvais signe si ta structure commerciale se rigidifie, que tes commerciaux sont là longtemps et on te dit ah oui parce que j'ai eu droit ouais mais tu sais Joselito en fait c'est important parce que celui avec qui on signe le contrat le client veut garder la relation avec celui qui signe le contrat, c'est ce qu'on disait la semaine dernière. Non, c'est pas vrai. Spécialisé et n'ayez pas peur que les gens bougent dans vos organisations commerciales. Ça rentre, ça sort. Par contre, vu que ça va rentrer et sortir en permanence, mettez des process. Mettez en place définissez des process de Et quels sont les on critères de revient sur la recrutement. semaine dernière, tu auras un vrai onboarding, donc une meilleure expérience et pour le client et pour les membres de l'équipe. Et l'IT aussi, ça doit bouger. C'est comme tu évoques la notion de tapis roulant, l'IT doit bouger, le marketing doit bouger. En fait, si je pousse le truc jusqu'au bout pour pas être zombie, regarde la moyenne d'âge pas de tes collaborateurs, pas l'âge de tes collaborateurs, mais depuis combien de temps tes collaborateurs sont avec toi. Si ça fait Je plus me de. méfierais de ça quand même parce que ça peut tout Oui, aussi bien être un bon signe. Donc, évalue et sois plus. Bien sûr, là, je le tire à gros traits, mais plutôt, soyons est-ce qu'ils font fins la même chose? là-dessus. Est-ce qu'ils font la même chose depuis 10 ans? S'ils sont là depuis 10 ans, mais qu'ils ont eu 3 Merci. métiers différents. Ouais, alors, c'est ça. Est-ce que tu as. Merci, très bonne précision. Et ça dépend des métiers. Tu as des gens qui sont ingénieurs, qui se font ingénieurs qui font du produit et qui sont très bien à faire 10 ans ingénieurs et du produit. Au contraire, mais ils sont excellents dans ce qu'ils font et ils ont de la maîtrise et ils délivrent énormément de valeur. Est-ce qu'on a un signe? Est-ce qu'on a un critère qui nous permettrait d'évaluer Tout ça? ce qu'on a dit avant, tout ce qu'on a dit la semaine dernière. Mais ta croissance, est-ce que les gens sont bien payés? Tout simplement. Si les gens sont mal payés, c'est que tu n'as pas assez de marge et pas assez de croissance. Donc, si les gens sont mal payés et donc qu'ils restent parce que, ils seraient encore plus mal payés ailleurs et qu'ils restent parce que tu veux pas les mettre dehors, parce que tu veux pas embaucher quelqu'un de mieux payé, ça, c'est mauvais signe. Donc, interroge-toi aussi en Les tant que RH zombies. dirigeant, pourquoi tu gardes ces gens-là? Tu les gardes parce qu'ils sont pas chers ou tu les gardes parce qu'ils sont trop bons et que tout le monde se bat pour les avoir, mais tu continues de les augmenter? Alors, regarde plutôt si tu les as pas augmentés depuis 10 ans, ça, c'est un bon signe.
Ah, yes, je savais que tu allais m'en sortir un. Je savais que tu allais y arriver. Alors, OK. Critères pour les CEO Voilà, zombies. si les salaires n'ont pas monté chez les gens qui sont là depuis 10 ans, n'ont pas monté de allez, 20% au hasard, posez-vous des questions. Et 20%, c'est pas énorme. Parce que le mec qui a de la maîtrise et qui est ingénieur depuis 10 ans dans ta boîte et qui fait du produit et qui a beaucoup de leviers, je pense qu'il a fait x2, x3, voire x5. Peut-être pas en France, mais aux États-Unis, oui. Ah ouais, là, je vais éternuer. On est très, 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 très Vas-y, loin du vas-y. compte. Je t'en prie. J'ai eu Ah ouais, ouais. Je prends Morgane. Tu vois c'est ma femme. Comme dirait ma Morgane, femme. 5 ans dans la même boîte. Alors, attends, ouais, c'est ça. Dans une ESN, 5 ans dans une ESN, mais toujours chez le même client, grand groupe français. Et aujourd'hui, ce grand groupe français ouvre du recrutement, ce qui arrive pas tous les ans dans cette boîte-là. Donc, gros recrutement. Elle est repérée en interne, alors pas au sein de l'ESN. Hein. Alors, coucou les DRH de chez Altran, on se réveille. Coucou, c'est l'heure. Non, mais sérieux. C'est pas le modèle des ESN, José Lito, continue. Donc, on est d'accord. C'est dramatique. Mais chez le client, par contre, il y a plein de warnings qui s'allument Ce autour qui de cet est. individu. Par contre, en termes de rémunération, mais c'est le fight, quoi. Je dis, chouchou, viens, on se tire aux US, quoi. Ta compétence, cette compétence particulière qu'elle a, cette aptitude qui a un état d'esprit qui est presque ce côté pitbull de il y a un bug, c'est la machine. Cette meuf, c'est juste quand il y a un bug, je le mange, je le mange, je le mange. Et s'il faut 3 mois, je le mange. Je lâche pas un bug. C'est un pitbull du bug. Et moi, j'y connais rien, mais on me dit, ouais, c'est un truc particulier dans ce monde du dev quand tu as vraiment quelqu'un qui lâche rien. The Burning Desire. Pourquoi c'est une guerre pour que cette personne soit payée convenablement? Et tu as raison, le bon signal, c'est si regardez dans votre organisation, ouais, c'est un bon KPI. Tiens, Il y a un flux, il y a un autre flux qui est le flux des talents. Bien sûr, il y a des gens qui ont un talent mais qui restent là où ils sont pour plein de raisons. T'en as sûrement dans ta boîte, je crois, avoir un exemple en tête. Mais dans l'ensemble, il y a un flux des talents et les boîtes qui ont su utiliser correctement les talents ont des croissances incroyables et c'est eux qui font que les gens qui pensaient vivre très longtemps vivent moins longtemps que prévu, genre boîte. Donc les talents vont là parce que c'est là qu'ils sont mieux payés, parce que c'est là qu'ils sont mieux utilisés. Et c'est là aussi que le marché libre est vraiment beaucoup de succès. C'est qu'il peut créer plus de valeur. Et quand il y a plus de valeur, il y a plus d'argent. Quand il y a plus d'argent, on attire des gens qui sont meilleurs à créer de la valeur, etc., etc. Et tu as ce cercle vertueux de la création de valeur. Et c'est ce qu'on a vu dans la Silicon Valley là, pendant 40 ans, 50 même. Ça, Et c'est un pour vrai ça que cet sujet écosystème de la Silicon Valley n'a existé quasiment qu'à cet endroit-là. Les gens tournent. C'est pas, ouais. tu vois, les Français à chaque fois ils font des articles. Tesla vient de poacher Apple, Apple vient de poacher Tesla, et Google vient de poacher Facebook. Mais le poaching, c'est même pas du poaching, ça tourne. Et ils sont très contents parce que les mecs ont vu 5 boîtes et ils arrivent, ils sont très forts. Et ils s'arrêtent un peu plus longtemps là où ils sont le mieux utilisés. Et puis après ils sont fatigués parce qu'Elon Musk arrive un petit peu chez Google, tranquille. Tiens. Il n'est pas fluide notre marché. Hein. On a un vrai problème. J'y connais rien là-dessus, mais je sens bien qu'il y a un problème de fluidité du marché sur Parce que je suis parti à citer Oussama, je vais le refaire. Les employés de start-up parisiens se comportent comme s'ils étaient des salariés du textile dans les Vosges. Ouais, carrément. Mais carrément. Et ça donne des trucs, mais hallucinants. En fait, ce qui est impressionnant, c'est Alors qu'on a l'énergie. avec les conditions de chômage qu'on a, tu devrais pouvoir sortir, rentrer comme tu veux. Non, mais là, les gars, Mais je il les faut vois payer bien. pour licencier, il faut payer pour embaucher, il faut payer une fois que les gens sont rentrés, et puis une fois que tu en as un qui est pas trop cher, tu veux le garder. Et de l'autre côté, comme c'est comme ça, tu n'as pas envie de te refarcir tout un recrutement. Bon, il y a des métiers où ça bouge quand même, hein. Dans l'IT, ça tourne.
Bah, ça dépend. En région, en région, moi, pas tant que ça. En Oui, région, oui, j'ai vu un couple bah, là qui est parti à Montpellier. Ils ont fait 6 mois parce que c'était un couple. Il y en a un qui s'est fait recruter à Montpellier. Ils sont descendus à Montpellier. Au bout de 6 mois, l'autre moitié du couple n'a toujours rien trouvé. Hop, reparti à Paris. ah ouais. Enfin, moi, je le vis, je le vis depuis que je suis arrivé là en 2014. Où en fait, si j'étais à Paris ou à Lyon ou je sais pas où, j'aurais plus d'opportunités business qu'à Montpellier. Parce que c'est juste, alors là, pour le coup, c'est une galère. C'est-à-dire que quand tu arrives et que tu dis, coucou, je suis dispo sur le marché, j'ai une certaine compétence de par mon expérience et tout un tas de trucs, je suis là. Mais juste, tu galères pour trouver une structure qui corresponde à ce que toi, tu peux avoir comme ambition. Parce qu'on te dit que tu en as trop, parce qu'on te dit, non, mais tu te rends compte, en termes de salaire, tu réclames des trucs, man, mais tu t'es cru où? Va falloir que tu reviennes un petit peu sur terre. Tu t'aperçois qu'il y a des boîtes où le salaire, c'est 30% de l'énergie dépensée en conversation, alors que quand tu dis, mais c'est quoi ta valeur? Ils ne savent pas répondre à la question. Mais c'est quoi ta valeur? Ça fait du bon gros zombie aussi. C'est quoi ta valeur? Mm. Ben, je ne sais pas. Alors, mais donc, comment tu parles de ta rémunération si tu n'as aucune idée de la valeur que tu crées pour l'organisation? Tu parlais des flux, c'est le deuxième truc, c'est penser en flux et penser en valeur. Et si tu as les deux, tu En commences à flux de faire quelque valeur. chose d'intéressant. Euh, Et euh, d'ailleurs, tout le lean, c'est des flux de valeur. L'étape numéro 1 du lean, c'est le value mapping, et cartographie dans, de la valeur tu vois, enfin, c'est des. en flux. Bah, et dans l'IT, tu parlais de l'IT, mais aujourd'hui, enfin, quand tu es à Montpellier, bah, tu tournes, quoi. Tu vois, tu as fait Royal Canin, La Poste, Dell, machin, bidule, truc, mais tu t'aperçois que dans les ESN, ils tournent toujours sur les 30 gros clients. Sauf que là, à l'IT, quand tu as quelqu'un qui dit, toi, tu as fait quoi? Bah, moi, j'ai fait celui-là. Ouais, tu as fait le grand chelem, en fait. Ouais, et maintenant? Bah maintenant, freelance, hein, tu fais quoi? Ouais, je dev pour des startups à gauche, à droite, je fais autre chose, je me fais chier. Mais il est très bon. Il file sur des startups qui aujourd'hui, j'en connais un, euh, qui est parti sur une très grosse boîte avec un projet de ouf, une startup vraiment bien sharp. Mais la boîte, elle est à Paris, en fait. Elle ne traîne pas à Montpellier au pseudo BIC incubateur de je ne sais pas quoi. Mais Et écoute, quoi. l'essentiel de la deep tech sera même pas en France, quoi. Non, 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 ça me fait mal de le dire, mais non, laisse tomber, c'est pas envisageable, quoi. Écoute, il y a des pays Euh, zombies, peut-être. Allez. ah, Mais la Silicon Valley est en phase de zombification, apparemment. On alors, garde ça pour une autre fois. on garde ça pour une autre fois. Bon, écoute, donc on a vu, voilà, donc il y a des zombies. Si vous vous demandez, si vous posez la question, suis-je un zombie? C'est qu'il y a encore de l'espoir. Parce que les vrais zombies se posent même pas la question, c'est fini, c'est mort. Donc, il y a un espoir. Si vous posez la question, suis-je un vrai zombie? Appelez-nous, on en parle. Franchement, non mais Nous cherchons des témoignages. nous cherchons des témoignages. Vous avez un bon Si vous, micro. si vous pensez Ok. être un zombie, welcome on board. Bon, merci beaucoup, Tu ne le Philippe. sais pas encore, mais tu es déjà mort. À la semaine prochaine. Philippe, la semaine prochaine, alors ce ne sera pas vendredi pour moi, ce sera mercredi. Je change, je vais tester la semaine qui Le coupe le week-end du mercredi. mercredi. Ouais, je teste le week-end du mercredi, donc je vais faire lundi, mardi, L'enfant. jeudi, vendredi, avec, Joli. Là, je suis libre. et puis on verra bien. Donc Quelle heure? mercredi prochain, Envoie-moi une invite. je t'envoie une invite. Ça marche. Allez, Ciao. à En mercredi. attendant, Ciao. bon vendredi et bon week-end à tous et À toutes. tous et Ciao, ciao. toutes.